la vérité. La vérité, à quoi ça sert que je paye un comptable si c'est pour dire la vérité? Bonsoir amis téléspectateurs, je suis très heureux de vous accueillir à nouveau sur le plateau de L'Autre Vérité, votre émission. Ce soir, nous allons aborder un problème qui vous tient certainement tous à cœur, puisque nous allons traiter de la relation entre le pouvoir et les médias en Afrique, avec cette question, les dessous de la cohabitation. Qu'en est-il exactement? Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Alpha Ousmane Bari, qui est administrateur de la chaîne de radio Tamata FM, qui émet depuis Conakry, je pense. Oui, depuis Conakry. Vous êtes par ailleurs président et directeur général de la société Alpha Communication. C'est le groupe Alpha Communication. Il y a un journal, il y a la radio et bientôt la télévision. Mais écoutez, bienvenue sur le plateau de L'Autre Vérité. Monsieur Francis Patinde, un visage qui ne vous est pas inconnu, ancien rédacteur en chef de Jeune Afrique, ancien porte-parole du HCR pour l'Afrique. J'ai aussi le plaisir d'accueillir monsieur Anissé Mobé, qui est chercheur en sciences sociales. Je pense également que vous êtes membre du comité de rédaction de la revue L'Année francophone internationale. Exact. Corrigez-moi si je me trompe. Non, c'est exact. C'est bien ça. Enfin, José Ménébert, qui est aussi un visage connu sur Canal 3 Monde. Vous êtes consultant international pour les questions de développement. Vous avez également été chef de projet de la coopération française en Guinée équatoriale. Vous avez par ailleurs été conseiller de plusieurs ministres, je pense. 5 ministres successifs. Eh bien, c'est tout à votre honneur. En Guinée équatoriale. Eh bien voilà, amis téléspectateurs, au début des années 90, les transitions démocratiques africaines ont bouleversé la conception même, l'organisation et l'expression du pouvoir sur le continent. Rompant avec des décennies de monopole étatique sur les médias, la nouvelle presse, privée d'ailleurs, a accompagné ce processus, se posant même souvent en témoin privilégié, mais aussi en juge et actrice de ces mutations politiques. Francis Patinde, vous avez vécu très longtemps en Afrique, vous avez voyagé énormément. De votre passé journalistique, notamment au sein de Jeune Afrique, quelle est votre lecture aujourd'hui de la presse en général en Afrique et surtout des médias, en tout cas dans leur fonctionnement sur le continent africain? On a beaucoup progressé parce qu'il y a eu, avant les années 90, donc avant la chute du mur africain, et puis il y a après. Avant, c'était quoi? C'était un glacis. Il n'y avait pas de liberté de presse, sauf dans quelques rares pays, Maurice, le Cap-Vert, quelques pays comme ça, où il y avait un frémissement. Mais la plupart des autres pays, c'était un journal, un quotidien national, la voix du pays, donc la radio nationale, et une télévision nationale. Et puis, il y a eu donc les conférences nationales, il y a eu les mouvements de contestation, et donc la presse privée surtout, s'est engouffrée dans cette brèche, et puis on a abouti à une éclosion de la presse qui a accompagné les mouvements de démocratisation. Une des conséquences du discours de La Baule, peut-être? Alors, je dois rectifier une chose, c'est que la démocratisation a commencé, surtout les conférences, ont commencé avant le discours de La Baule. La Baule a pris le train en marche, parce que la conférence nationale du Bénin date de... c'est resté dans les esprits, La Baule en a traumatisé plus d'un, si je peux m'exprimer ainsi. Absolument, surtout Mobutu, pour ne pas le nommer. mais en février 90, donc avant La Baule, c'était avril 90. En février 90, il y a eu la conférence nationale du Bénin. Donc, précurseur d'ailleurs. Précurseur, donc après, ils ont pris et la presse, on a cette éclosion à laquelle on assiste aujourd'hui avec des hauts et des bas. Alpha Ousmane Bari, vous qui êtes un acteur vraiment, vous êtes dans la réalité, vous dirigez une entreprise de communication, vous avez, j'imagine, assisté à toutes ces mutations. Avec le recul, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette presse en Afrique joue pleinement son rôle? Écoutez, déjà, cette presse, on peut dire qu'aujourd'hui, comme a dit mon frère, il y a une histoire à tout cela. C'était des partis uniques. Vous avez une seule télévision, une seule radio, donc une voix unique. Beaucoup de pays ont eu du mal à permettre la reconnaissance de la presse privée. On peut même dire qu'il y a eu des médias clandestins au départ dans certains pays. Si je prends l'exemple de la Guinée, ça a été très difficile. Et d'un seul coup, la démocratisation et les conférences nationales aidant, certains pays ont un peu libéralisé et les gens se sont engouffrés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médias. Mais c'est vraiment entre le pouvoir
et les médias privés, c'est vraiment pas le grand amour. D'accord. La presse privée se bat, aujourd'hui elle a sa place, mais elle a beaucoup de problèmes. Si je prends l'exemple, moi j'ai par exemple un magazine économique, on a des problèmes à l'accès à l'information, on a des problèmes pour la publicité. Quelle est la raison fondamentale Non mais bon, il y a le fait que le pouvoir puisse mettre des entraves, par exemple. Oui, il y a une réticence à donner des informations parce qu'ils ont peur La qu'on aille réticence plus vient loin. du pouvoir ou bien des médias? Non, du pouvoir. Du pouvoir, ok, Du d'accord, pouvoir. ok. Parce que le plus souvent, on travaille avec les grands ministères, on C'est ça. a envie de savoir ce que le gouvernement Bien fait. sûr. Il n'y a pas forcément de la transparence, mais ça évolue. Aujourd'hui, il y a la presse en ligne qui est arrivée, qui booste un peu aussi C'est les cela. choses. José Mélébert, votre avis sur la question, est-ce qu'il y a une forme d'entente ou au contraire, il y a encore un fossé entre le pouvoir et la presse? Est-ce que cette dernière joue pleinement son rôle en Afrique notamment? Aujourd'hui, comme disait Francis, les choses ont beaucoup évolué. Effectivement, il faut revoir un peu la situation, comment est organisé le pouvoir en Afrique. La séparation réelle entre le judiciaire, l'exécutif et le législatif déjà n'est pas toujours claire. Et les médias étant considérés comme un quatrième pouvoir, avant les années 90, c'était fondu dans en fait, cette confusion de pouvoir bien organisé. Et aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué, notamment avec l'arrivée d'opérateurs privés dans le monde des télécommunications et qui permettent l'accès à un nouveau média, presque le cinquième pouvoir, qui est l'Internet. Mais à côté de cela, les journaux peuvent aussi se nourrir de tout ce qui se dit sur Internet pour apporter des informations. Par ailleurs, il y a l'aspect écoute. Quand on n'avait qu'une télévision, qu'une seule radio et qu'une seule société nationale des télécommunications, les informations étaient plus faciles à contrôler. Mais aujourd'hui, il y a une pléthore. Quand vous êtes sur Skype, c'est plus difficile de contrôler. Bien sûr. Alice Mobé, est-ce que vous diriez qu'avec, on va dire, l'ouverture des médias vers le monde, en tout cas le fait qu'il y ait un peu plus de liberté en dépit des entraves habituelles, celles que l'on connaît, est-ce que ces mêmes médias, cette presse-là, contribuent à sa manière à rééduquer les masses, notamment en Afrique, au moment d'enjeux politiques importants? Tout d'abord, il faut s'entendre sur ce qu'on attend éduquer ou rééduquer les masses, parce que pluralisme de la presse ne veut pas toujours dire qualité aussi intellectuelle de la presse. Bon. Alors quand Francis citait les années 90, je pense qu'il faut compléter parce que pour les jeunes générations, quand les années 80, ils ne peuvent pas s'imaginer quelle était la situation réelle de la presse et des journalistes. Vous savez que dans certains pays africains, notamment de l'Afrique francophone, au lendemain des indépendances, de 60 jusqu'à 65, 70, dans certains pays, il n'y avait même pas de journaux. Il faut les rappeler. Tandis que dans d'autres pays, comme le Sénégal et comme la République démocratique du Congo, il y avait pluralisme de la presse, mais que le parti unique a cassé. Si bien qu'on trouvait des situations assez, aujourd'hui, impensables où le ministre, par exemple, les directeurs de l'agence de presse officielle étaient en même temps aussi membres du bureau politique du parti. Dans d'autres pays, comme le Congo par exemple, le ministère de l'Information était même baptisé ministère de l'Orientation nationale et il y avait un secrétariat à la propagande au sein du parti qui contrôlait le parti. Et le Congo-Kinshasa qui avait une presse indépendante de 60 jusqu'à 70, 71, tout cela a été raboté au point qu'il n'y avait plus que 2 quotidiens au niveau de Kinshasa, Salongo et Lima. Salongo regroupait les anciens journaux comme Le Progrès, Étoile du Congo, tandis que Lima regroupait des anciens journaux comme Courrier d'Afrique, qui est un des plus vieux quotidiens de Kinshasa, même du Congo d'ailleurs, et puis La Tribune. Bon, ça a été attribué au directeur de La Tribune et Solomon. Lequel est Solomon en 90 avec le changement justement est devenu un des opposants les plus virulents. C'est peut-être dû au fait qu'on lui a coupé les livres. On ne sait pas, ça méritait... La question mérite d'être posée. Non seulement mérite d'être posée, mais Solomon mérite d'être invité sur un plateau comme celui-ci parce qu'il a changé du jour au lendemain du discours de Mobutu. Et
élément sur le discours de la Bonne, Francis a eu raison de préciser, parce que dans l'imaginaire des Africains, il y a comme ça, on véhicule pas mal de mythes et de fantasmes. Bien que la Baule en a traumatisé plus d'un. Oui, mais sauf que les peuples africains, nous avons dévancé la Baule. Au Gabon. Pourquoi j'insiste? Parce que aujourd'hui, même dans des manuels, dans des médias, on nous dit le discours du général de Gaulle à Brazzaville en 1944 a été le précurseur de ce qui est tout à fait faux, archi faux. Au contraire, il a affirmé qu'il n'est pas question de self-gouvernement. Nous allons revenir sur cet aspect historique. Nous pouvons compter sur M. Nissé Mobé pour nous replonger dans. Mais il faut quand même, je termine sur un mot, pardon. Même à cette époque-là, où la presse était bâillonnée, verrouillée, subsistait quand même, les Africains se sont arrangés. Des îlots de résistance. Oui. Ce qu'on appelait radio-trottoir, par exemple, à Kinshasa, c'est-à-dire là où les gens communiquaient, Et aujourd'hui, c'est parlementaire debout. En fait, diffuser des informations qui étaient censurées. Et aussi, dans certains milieux intellectuels, il y avait quand même des publications étudiantines, lycéennes, des tracts, où c'était difficile au pouvoir de contrôler les revues des lycéens, des collégiens, où, même si on ne faisait pas de l'information comme telle, mais il y avait des tribunes, des réflexions qui abordaient des problèmes que la presse écrite ou la presse audiovisuelle ne pouvait pas aborder. Alors, précisément sur ce point-là, est-ce que, pour rebondir sur ce qu'a dit M. Nissé Mobé, on a vu fleurir dans tous les pays africains des ministères de l'information, de l'orientation nationale, notamment au Congo, dans l'ex-Zaïre. Est-ce que cela induisait nécessairement une volonté manifeste du pouvoir de contrôler la presse en général, ou est-ce que c'était plutôt un moyen de pouvoir promouvoir la politique que devaient mener ces régimes à cette époque-là? Alpha Ousmane Bari. Non, mais vous savez, déjà, le fait d'avoir la restriction, le fait que certains étaient obligés de faire des tracts clandestins pour donner des informations contraires à ce que donnait le pouvoir, la volonté de maîtriser l'information et de faire de la propagande était claire. On avait une seule vision, celle du parti-État. C'est par rapport à ça qu'on imaginait éduquer les masses, parce qu'il parlait tout à l'heure, éduquer comment, etc. Ça, c'était plutôt de l'endoctrinement. Non, la volonté était claire. Oui, c'est évident qu'un pouvoir, face à la nouvelle situation, s'adapte. Et que l'adaptation, c'était d'avoir ces ministères pour avoir au moins un regard sur... je vais vous donner un exemple. Les élections au Sénégal en 2000, qui ont vu l'alternance et l'élection du chef de l'opposition, Wade. Mais le ministre de l'Intérieur, le général Cissé, mais il suivait les résultats du téléphone collé sur les chaînes privées. Parce que l'État a été contourné. Les gens se sont installés avec des téléphones mobiles, avec les radios privées, ont envoyé leurs correspondants presque partout. Et c'était du live, c'était des résultats en direct. Donc le pouvoir ne peut plus aller amener les résultats, les bulletins au ministère de l'Intérieur pour essayer d'inverser les choses. C'était impossible, sinon c'était l'explosion. Vous savez, pour montrer la force de la presse privée. Ceci dit, je dois nuancer les choses, presse privée ne veut pas dire presse indépendante non plus. Parce qu'il y a des acteurs privés aussi qui utilisent ça comme pour un combat politique. Donc vous voyez, il faut toujours être nuancé. Privé ne veut pas dire indépendant. D'accord. Alors, de ce point de vue-là, on peut aussi, au fond, s'interroger sur ce qui peut motiver une certaine presse, surtout aujourd'hui avec les technologies de l'information, comme on les appelle communément. Est-ce que cette même presse est-elle toujours au service de la démocratie, ou est-ce qu'elle peut servir d'autres intérêts pour, par exemple, déstabiliser éventuellement des régimes en place, ou se faire le relais, peut-être, de discours qui diffèrent du discours officiel? José Ménébert. La motivation de la presse, avant tout, c'est de communiquer, de faire passer des messages. Et dans un pays, à partir du moment où on parle de pluralisme, il n'y a plus une pensée unique, et donc tout est possible. Pendant que certains saluent le pouvoir en place, il y a d'autres, comme vous le savez en Afrique, c'est des régimes souvent unitaires, enfin des États unitaires avec des régimes présidentiels. Donc tout le monde convoite cette place, calife à la place de calife, et tout est possible pour déstabiliser aujourd'hui les régimes qui sont en place. D'ailleurs, c'est ce qui a fait par moments faire assimiler la démocratie en Afrique à une forme d'anarchie. Donc les médias
ne servent pas toujours de bonnes intentions et tout est... Oui, parce qu'elle n'est pas exempte de tout reproche non plus. Hein. Je pense que parfois, dans le traitement de l'information, il y a aussi des choses à dire. Anis Mobé. Bon, vous savez, lorsque on aborde de telles questions concernant la presse africaine, ce qui est sur le continent, bon, d'abord, il faut toujours rappeler aussi les conditions de travail des journalistes. Je pense que les potentiels humains, les potentiels intellectuels, nous l'avons même en abondance. Oui. Sauf que les conditions matérielles de travail, souvent, ne s'y prêtent pas, ne permettent pas à ces potentiels de pouvoir s'exprimer et s'épanouir. Subventionné aussi. Un instant. Bon, voilà, justement, que veut dire subventionner? C'est un gros problème. Deuxième élément, cher ami, lorsque nous analysons la presse africaine, faisons attention, parce que si vous analysez en profondeur, vous serez étonné de voir que les tares qu'on reproche à la presse africaine, on les trouve ici en Occident, peut-être encore d'une manière encore beaucoup plus amplifiée. Parce que les chefs d'État africains... en Afrique, ce serait bien. Non, attention, parce que les chefs d'État africains ont compris qu'il devient de plus en plus difficile de contrôler, même s'ils subventionnent, parce que la presse privée, comme il a dit, ne veut pas dire presse indépendante. Souvent aussi, la presse privée est subventionnée par le pouvoir politique, sans toujours être sûr de pouvoir vraiment la régenter comme il y a 15-20 ans. Conséquence, souvent, nos chefs d'État utilisent la presse étrangère. Il suffit de voir les officines de communication. Il y a même eu un moment dans le monde diplomatique, une étude approfondie, comment fabriquer un dictateur, comment faire élire un dictateur, en passant par les urnes, justement en utilisant les moyens de communication de masse sophistiqués ici à l'étranger. Souvent, la corruption, on a souvent reproché aux journalistes africains d'être corrompus pendant... Je ne suis pas du tout certain. Si vous évaluez en volume d'argent, le plus corrompu n'était peut-être pas l'Afrique, mais... Si je vous souviens, la presse étrangère... Pas toute la presse étrangère, mais une partie, en tout cas certains, étaient très inféodés à certains chefs d'État africains. Donc ça veut dire par voie de conséquence qu'elle peut être nocive à la presse nationale. Puisque vous dites que les pouvoirs peuvent à un moment donné recourir à cette presse étrangère pour faire passer ses idées au détriment de la presse nationale. Et puis à ce moment-là, le pouvoir a toujours le loisir de dire aux opinions publiques nationales, vous voyez, certains de vos journalistes ici sont des aventuriers, ils nous critiquent pour rien. Vous voyez comment la presse étrangère nous juge objectivement. Alpha Ousmane Bari. Vous savez, bon, quand on est sur le terrain, on est confronté à beaucoup de difficultés. Déjà, il y a une certaine presse alimentaire, parce qu'il faut vivre. Quand tu as un hebdomadaire qui sort toutes les semaines, c'est très difficile, tu n'as pas beaucoup de publicité. Quelquefois, les gens du pouvoir sont capables de dire, bon, écoute, nous on veut bien faire de la publicité dans ton journal, mais tu es trop dur. Moi j'ai eu un problème comme ça avec la Caisse nationale de sécurité sociale en Guinée. Ils m'ont dit, ah ben, Ecovision est trop dur avec le président. Je dis, mais attendez, comment on est dur avec le président? Vous pensez qu'il y a un moment où il pourrait y avoir une convergence d'intérêts entre une certaine presse et le pouvoir? Oui, est-ce qu'on peut appeler ça des convergences d'intérêts? Si les gens de bons procédés, ça peut arriver. Du commerce. C'est-à-dire un jour on peut fabriquer, ça dépend, c'est certains journaux, et la plupart aussi des journaux qui font ça, il y a un problème de formation, et ce n'est pas des journalistes, ils ne sont pas formés, donc ils connaissent absolument rien de la déontologie, du rôle du journaliste, du rôle des médias, comment être neutre, etc. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que toutes ces exigences que vous venez d'évoquer sont encore d'actualité quand on voit la débauche de sites qu'il y a et la possibilité que finalement que tout un chacun a à pouvoir donner une information. Si vous prenez simplement les révolutions du printemps arabe, vous voyez comment cela a commencé. Ça a été mené par Internet, bien sûr, les réseaux sociaux. Précisément, est-ce qu'à ce niveau-là, est-ce qu'on n'est pas arrivé à la limite d'un modèle, c'est-à-dire le journaliste qui sort d'une école de journalisme, qui a été formaté, qui a été briefé, qui a suivi des modules, qui est baigné dans la déontologie et l'éthique, est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore parler de ce type de journaliste dans la presse africaine? Francis Patini. Moi, je veux justement saisir l'opportunité de cette question pour revenir à l'alpha et l'oméga de la presse, du journalisme. C'est quoi? C'est les faits. C'est les faits. Que ce soit sur Internet, que ce soit à la radio, il faut respecter les faits et séparer le commentaire des faits. Or, qu'est-ce qui se passe dans la plupart de nos pays? On n'a pas une culture de l'information. Je vais vous donner un seul exemple. Je suis allé au cours de ma carrière dans un pays africain où j'avais besoin de l'âge du président de l'Assemblée nationale.
Mais figurez-vous qu'on a refusé de me donner, là, parce que c'est comme si c'était un secret d'État. Un sujet tabou. Oui, un sujet tabou. L'âge, c'est banal. C'est-à-dire que tous les ministères, toutes les sociétés, toutes les entreprises, toutes les institutions devront avoir un responsable de la presse qui n'est pas là pour parader, mais qui doit mettre sur papier, mettre sur des disquettes, mettre quelque part des informations, du factuel. Et mettre à disposition. Et mettre à disposition gratuitement, gracieusement de la presse. Et ce n'est pas fait. Vous avez plein d'institutions où il n'y a pas. Mais quelles sont les raisons Les raisons, c'est l'absence de formation. M. Barry en parlait tout à l'heure. D'accord. Vous savez, la formation, c'est important. C'est pas pour... mais je pense aujourd'hui, on ne peut pas être journaliste si on ne comprend pas le fonctionnement, l'informatique, si on ne comprend pas l'économie, si on ne comprend pas les relations internationales, si on ne parle pas anglais. Je suis désolé de le dire, c'est des critères, on doit connaître la géopolitique, on va avoir au moins une initiation à l'économie, savoir comment les choses fonctionnent. Sinon, bon, en Afrique, dans beaucoup de pays, vous avez des mécaniciens, moi j'ai rien contre les mécaniciens, tous les métiers sont honorables, mais les gens s'auto-investissent journalistes, parce que c'est la tarte à la crème, tout le monde est journaliste. Mais c'est grave, c'est un métier, tout le monde n'est pas chirurgien, tout le monde n'est pas pilote. Mais lorsque vous allez dans l'arrière-pays de plusieurs pays, par exemple, vous avez des gens qui essayent tant bien que mal de s'informer. Est-ce que vous pensez que ces exigences que vous venez d'évoquer ont leur importance? Est-ce que l'important n'est pas finalement que l'information arrive à ces personnes-là qui, à un moment donné, notamment dans un processus politique, doivent se déterminer dans leur choix? Oui, mais l'important, c'est les faits. Et les faits, c'est difficile de les vérifier. Parce que vous savez, il y a ce qu'on vous dit, et maintenant, il faut aller passer ça au tamis. Vous savez, le journalisme anglo-saxon, c'est double check. Tu dois avoir au moins 2 sources d'informations sur la même chose. Vous savez, le Canard enchaîné, la page 2 du Canard enchaîné, vous avez des confidences sur le Conseil des ministres français. Vous savez comment ils arrivent? Chaque gouvernement qui est formé depuis 1958, ils ont 2 ministres au moins qui sont informateurs, qui leur font le compte-rendu de l'émission. Et comme ça, ils peuvent croiser les informations. Mais en Afrique, souvent, la première personne qui parle a raison. Donc, on balance ça. Anis Mobé. Oui, mais non, je suis tout à fait d'accord. Et c'est surtout, il faut savoir qui est la première personne qui... Chez nous, c'est toujours... Ah, vous savez, moi, j'ai un cousin qui est l'ami du secrétaire particulier du ministre. Il m'a dit ceci. Non, ce n'est pas du tout sérieux. Je pense qu'il faut insister sur la formation et puis en même temps aussi, voilà. Et puis les pouvoirs politiques aussi. Et je pense que, puisque la semaine dernière, nous avons évoqué la francophonie, mais c'est aussi le moment, par exemple, pour la francophonie, d'être opérationnel, c'est-à-dire de subventionner les écoles de formation des journalistes, des stages. Voilà, des stages pour que les Africains qui ont le potentiel est là, mais il faut le fructifier. Précisément, pour poursuivre dans cet ordre d'idées, donc en Afrique subsaharienne, le paysage médiatique, on l'a dit, donc, est marqué par des lacunes, notamment les lacunes d'une dérégulation, très peu contrôlée d'ailleurs. Tout semble indiquer que les gouvernements africains, une fois établi le principe de la liberté de presse, restent parfois sur une position défensive, voire même agressive, et peinent à mettre en œuvre de réelles politiques de communication. Alors, José Menebert, à quoi est dû ce phénomène? Pourquoi certains gouvernements sont-ils constamment sur la défensive lorsque les médias en arrivent à réaliser notamment des enquêtes approfondies? Le journalisme d'investigation ne fait pas bon ménage, semble-t-il, dans beaucoup de pays africains. À quoi est dû ce phénomène, selon vous? À mon avis, je pense que l'idée des gouvernements, c'est de conserver prolonger le plus longtemps possible leur position de gouvernant. Et l'information peut aujourd'hui être préjudiciable à certains gouvernants, même si on sait que les élections ne sont pas toujours ce qu'on pense, mais une mauvaise information ou une information préjudiciable peut porter atteinte à cette envie de rester le plus longtemps au pouvoir. Et donc il faut au maximum essayer de contrer la filtration. Vous souhaitez réagir sur ce propos? Non, je voulais aller un peu plus loin, parce que tout à l'heure on parlait de la formation des journalistes. Il faut savoir, la plupart des violences qui sont commises vis-à-vis des journalistes sont commises par les forces de l'ordre, qui ne sont pas formées, qui prennent d'emblée les journalistes de la presse privée comme des ennemis à abattre. Et ces forces de l'ordre-là sont instruites ou pas, selon vous?
Ça dépend. Elles sont instruites pour manipuler les armes, mais elles ne sont pas forcément instruites sur le plan de l'éducation civique. Elles ne savent pas que en fait, leur rôle, c'est d'encadrer les manifestations, ce n'est pas de violenter les journalistes. C'est-à-dire qu'elles ont... Bon, si on prend l'exemple de certains pays comme la Guinée, le Zaïre, qui ont vécu des régimes militaires, ils ont toujours l'impression qu'on va montrer la faille des forces de l'ordre et de sécurité. Ils ne savent pas que les gens sont là pour relater des faits. Ils ont toujours l'impression que non, ils vont faire des choses. Et puis voilà, la plupart du temps d'ailleurs, nous montrons ce qu'ils font quand il y a des violences. Je pense que la formation, les journalistes doivent être bien formés, mais les forces de l'ordre et de sécurité aussi doivent être formées. Et l'État doit être un peu plus bienveillant parce que de toute façon, ils ne pourront plus verrouiller l'information. Peut-être qu'il faudrait un jour que l'autre vérité consacre une émission autour du rôle des forces armées en Afrique. Hein. C'est un gros problème. Tant que... Vous m'enlevez justement les propos que j'allais tenir, mais je tiendrai compte de votre suggestion. Deuxième observation, cher ami, c'est que je reviens encore toujours dans nos relations par rapport aussi, disons, avec l'Europe. Hein. Oui. Vous savez, en 1959, dont le Congo n'est pas encore indépendant, mais le 4 janvier 1959, le peuple de Kinshasa se soulève. La répression est féroce. Hein. C'est vrai, ce sont des opérations militaires qui sont menées contre les populations congolaises qui ne sont pas armées, qui pillent, c'est-à-dire qui cassent tout symbole du pouvoir colonial, mais qui n'agressent pas les Européens. Mais le pouvoir colonial fait intervenir l'armée dans une opération militaire. Il y a un journaliste de l'AFP, donc Agence France Presse, qui est frappé d'une mesure d'expulsion. Le pouvoir est encore aux mains des Belges. Hein. Donc vous voyez que c'est toute une tradition. Et le journaliste en question, ce n'est pas n'importe qui, puisqu'il a fait une carrière ici en France. C'est le directeur du journal, pendant très longtemps, il a dirigé les journaux Le Point. Donc vous voyez qu'il y a aussi de ce côté-là un héritage aussi colonial dans les pratiques du pouvoir politique en Afrique vis-à-vis à la fois l'utilisation des forces de l'ordre et aussi à l'égard des journalistes. Il fut d'ailleurs un moment où, par exemple, au Congo-Kinshasa, dans l'ex-Zaïre, par exemple, dans les journaux, il n'était jamais question, tout à l'heure Francis parlait de l'âge du président de l'Assemblée dans un pays, mais nous, ça n'a duré qu'un mois, donc ils se sont rendus compte que ce n'était pas tenable, on ne pouvait jamais citer les noms d'un ministre ou d'un membre du bureau politique. On ne pouvait citer les noms que du chef de l'État, président fondateur. C'est ça. Mais ça n'a pas... Ils se sont rendus compte que c'était ingérable. Et puis, voilà. Francis Matinde, aujourd'hui, lorsque l'on compare les ascensions politiques fulgurantes sur le continent africain, il est difficile de ne pas établir un lien avec la médiatisation, ou en tout cas l'utilisation intelligente et subtile de l'outil médiatique. Est-ce que cela est de nature à modifier profondément les paysages politiques et est-ce que vous voyez d'un bon œil le fait que des hommes ou des femmes puissent comme ça se servir de cet outil-là, souvent pour promouvoir non pas leurs idées, mais leur image? D'abord, deux remarques. La première, c'est la différence entre l'information et la communication. La communication, c'est du commerce, c'est du business, c'est vendre quelqu'un comme du savon. Est-ce qu'on n'est pas dedans déjà on y est. Et figurez-vous, ce n'est pas des groupes de communication, M. Barry pourra me confirmer ça, et africains qui profitent de cela. C'est des groupes occidentaux qui quittent l'Occident, et de grands groupes, je ne vais pas citer les noms, mais ils sont connus, qui viennent là-bas pour des millions d'euros et qui prennent en charge l'image de nos candidats et de nos présidents. Et ça, c'est quand même un scandale. Parce que ceux qui connaissent le mieux les pays, c'est ceux qui travaillent sur place. Sur le terrain. Vous êtes en train de nous dire en fait que ces multinationales sous-traitent en fait dans les pays concernés toute une série de prestations, alors que dans ces mêmes pays, il existe les ressources nécessaires précisément pour... et les intelligences nécessaires... Est-ce que ce n'est pas ça la loi de l'offre et de la demande finalement? Bon, on est de manière un peu cynique. Je le dis de manière un peu cynique. Non, c'est pas la loi de l'offre et de la demande. Non, parce que les intelligences, les compétences, nous les avons sur place là-bas, ou aussi peut-être à l'étranger, puisque en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, il y a des journalistes africains qui se sont affirmés, confirmés. Donc on peut utiliser leurs compétences. Ça c'est un. Mais justement, pour de multiples raisons. Bon, ça c'est un. Et puis, deuxièmement,
si, pendant que les différents candidats, si au moins ils utilisaient leur propre argent, encore faudrait-il nous prouver que c'est leur propre argent. Passe encore, mais dès l'instant où on utilise les moyens, les ressources de l'État, c'est-à-dire les ressources publiques, pour en priver d'autres de pouvoir, disons, faire leur propagande. Et surtout, à partir du moment où on commence à tuer, assassiner des journalistes qui ne sont pas d'accord avec ces genres de pratiques, alors là, nous ne pouvons plus parler de la loi de l'offre et de la demande. Ok. Alors, si j'ai soulevé cette question... Oui, je vous Et en prie, juste, la connaissance du terrain, elle est importante. Pourquoi? Je vous donne un exemple. En 2000, élection au Sénégal, pour ne pas... Et le président sortant, Abdou Diouf, le pauvre, il y a un grand groupe connu sur la place de Paris, et qui l'a contraint à faire des affiches. Il tenait des navets, il était dans un champ de navets. Oui. Avec... pour qui connaît le Sénégal, l'élément, le légume, le plus méprisé dans le Tchéboudjen, c'est le navet. Tout à fait. C'est le navet. Donc ça a été une campagne contre-productive. Oui, contre-productive. D'abord, le président était en cravate, en veste, dans un champ de navet. Là, c'est vraiment un exemple concret que vous nous donnez, en fait, de l'importation, j'allais dire, de méthodes occidentales, où ici, on s'attache davantage à des postures, plutôt qu'à des idées. Qu'à des idées. Et surtout, on ne tient pas compte de la culture. Vous aimez bien. Je remarque aussi en Afrique, aujourd'hui, que beaucoup d'Africains regardent les télévisions occidentales qui sont franchement concurrentes des télévisions locales. Donc il y a quelque part une éducation aussi à faire sur les populations locales, que la vérité ne vient pas toujours de là où vous pensez, et que ce n'est pas parce que c'est une chaîne internationale que forcément elle est indépendante ou qu'elle n'a pas des intérêts dans votre pays. Et à partir de ce moment, il faut inverser les choses et développer localement d'autres formes d'information, pas seulement se contenter du câble, satellite et autres, mais ce qu'on appelle piratage dans certains pays, par moment c'est une forme de survie, parce que le but étant toujours de faire parvenir... C'est ça. Alice Maubé, je reviens vers vous, monsieur Barry. Une question polémique à laquelle j'aimerais vraiment vous faire réagir. La communication politique en Afrique, est-ce une nécessité ou une futilité, selon vous? Cher ami, ce n'est pas une question polémique, ça nous fait rire, mais ce n'est pas une question polémique, au contraire, parce que ça engloutit beaucoup d'argent, l'argent des citoyens, des contribuables, à des fins justement qui ne sont pas toujours dans l'intérêt des populations. Là, on ne peut pas être d'accord. En revanche, éduquer la population... Ça peut profiter à beaucoup, ça peut créer des emplois. Mais à qui? Sur place. Non, le seul emploi, le seul emploi stable créé, c'est celui du chef de l'État quand il va être désigné, non pas élu, parce que là on ne peut pas parler d'élection comme on chante partout, transparente, libre et démocratique. Non, c'est pas du tout sérieux. Je pense qu'il faut vraiment s'employer, et je pense que l'autre vérité dans un tel domaine a un rôle crucial à jouer. Une marque de confiance. Parce que, vous voyez, les télévisions, les émissions qui viennent du Nord, ce n'est pas avec les séries américaines que nous allons éduquer, comme on dit entre guillemets, parce que moi je mets toujours entre guillemets, quand on dit il faut éduquer les masses. Mais vous êtes quand même conscient qu'un certain discours est, j'allais dire, capté par ces masses-là, qui probablement, dans une sorte d'élan de désespoir, finit par tout accepter de l'extérieur. Mais justement, je raisonne de plus pour que des télés alternatives comme celle de M. Barry, comme notre vérité, puissent s'employer justement à produire un discours alternatif qui soit un discours critique, qui aiguise l'esprit critique des citoyens. Digne de la confiance que vous nous témoignez. Aujourd'hui, le changement est en train de se faire. Ça va être certainement là. Je vais vous prendre quelques exemples. Aujourd'hui, les médias qui sont des médias de proximité. Nous, on fait beaucoup d'émissions qui s'intéressent à la vie des gens. On va dans un quartier, un grand quartier, et on donne le micro aux gens qui y habitent, soit on traite d'un sujet comme la nuisance sonore, comme les problèmes d'ordures, d'hygiène publique et tout ça. Et de plus en plus, les gens écoutent ces émissions. Parce que la plupart du temps, elles sont interactives et les émissions sont presque faites
par les habitants du quartier. Donc je pense que c'est comme ça. C'est une piste que nous... selon vous? Ah, c'est une piste. D'accord. Ici, les télévisions ou les radios parlent bien de quand il y a des problèmes à Bobigny ou ailleurs, tout le monde est au courant. Donc les gens sentent qu'on s'intéresse à eux et qu'on traite leurs problèmes. Il a dit, la télévision, au-delà de l'analyse ou des éditoriaux que nous pouvons faire, c'est d'abord les faits, l'information. Quelque chose de concret sur le terrain. Francis Clotilde, avant que vous ne répondiez à la même question, bon, j'imagine que vous avez déjà un point de vue sur la question, futilité ou nécessité, mais tout de même, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une sorte d'hypocrisie par rapport justement à l'information? Quand vous voyez la manière dont certains sujets sont traités, n'y a-t-il pas une volonté d'abord, de faire du sensationnel, coûte que coûte, pour faire plus vendeur, et donc à partir de là, attirer peut-être des investisseurs qui, une fois le contrôle prix du média concerné, modifient complètement la ligne éditoriale. De ce point de vue-là, qu'est-ce que vous avez... Ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, dans les grands pays comme l'Afrique du Sud, les États-Unis ici, les journaux vivent de la publicité à 60%. La marge, c'est 60%. Et le lectorat, ceux qui achètent, c'est 40%. Voyez. Or, en Afrique, on n'a pas ça. Alors, les gens ont recours au sensationnel parce que d'abord, ça attire le lectorat. Les grands titres. Et voilà, les grands titres, et tout le monde. Il y a beaucoup d'ailleurs de faits divers et beaucoup de sexe maintenant dans les journaux africains. C'est plus vendeur. Pas chagriné, mais c'est plus vendeur. Et la vente ne leur rapporte pas grand-chose. Je passe sous le contrôle de M. Baye, ça ne rapporte rien. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on privatise les circuits de publicité et que les publicitaires passent leurs annonces dans les journaux les plus lus ou sur les stations les plus écoutées. Parce que normalement, la publicité devrait aller aux stations les plus écoutées. Alors, c'est tout à fait l'inverse en Afrique. L'État donne des instructions et même les privés ne veulent pas trop passer dans les journaux d'État. Donc, on donne au quotidien national qui parfois qui est distribué gratuitement, que personne n'achète. Mais aujourd'hui, avec Internet, il est possible de contourner cette difficulté. Oui, bon, la publicité, d'abord le modèle économique d'Internet, c'est pas encore fini. C'est pas maîtrisé. Ouais, c'est pas maîtrisé du tout. Oui, mais ça rapporte pas d'argent. On observe quand même que certains médias se modernisent, ou en tout cas accèdent de plus en plus à ce type de technologie. Ils accèdent par mode et puis aussi parce qu'il faut le faire. Mais ça ne leur rapporte pas d'argent. Moi, je connais plein de directeurs de journaux qui ont des sites Internet, mais site Internet, ça rapporte. Donc ça veut dire que là, vous êtes en train de parler... Quelques bannières. Oui, quelques bannières. Là, nous évoquons effectivement la vulnérabilité d'une certaine presse. Est-ce à dire que le pouvoir ou les pouvoirs peuvent être tentés d'exploiter cette vulnérabilité-là pour la vassaliser? Est-ce que vous pensez que tirer profit de la faiblesse des médias est un moyen pour les pouvoirs de mieux les contrôler? Absolument. Mais vous savez, quand vous allez au New York Times, que vous ne pouvez pas rien faire parce qu'ils sont puissants. C'est une famille, la même famille depuis 2 siècles. Et c'est une famille riche. Vous ne pouvez pas. Obama, il tremble tous les jours en lisant le New York Times. Tout à fait. Parce qu'il ne peut même pas téléphoner pour protester. Alors que dans nos pays, bon, les chefs d'État, ils disent, bon, regarde ici les ajouts de ces impôts, puis envoyez-le le fisc, puis après c'est fini. José Ménébert, vous voulez réagir? Est-ce qu'il ne faudrait pas, en pensant à notre ami Barry, est-ce qu'il ne faudrait pas justement, au lieu de créer plusieurs petits journaux ou plusieurs petites radios, penser à faire comme le Times, c'est-à-dire se regrouper, devenir un peu plus autonome, un peu plus puissant, parce que tout compte fait, c'est une dilution de l'énergie qui va comme ça dans la nature et vous ne constituez plus localement un réel contrepoids par rapport aux journaux d'État. Mais précisément, est-ce que nous pourrions, je vais vous laisser réagir, M. Barry, avec l'expérience qui est la vôtre, avec le vécu qui est le vôtre, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans le paysage politique africain, la presse constitue un contre-pouvoir? Ah oui. On peut pas. Ah oui, ça c'est sûr. Aujourd'hui, la presse... Oui. Indépendante? Oui, la presse indépendante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de médias qui sont phagocytés, mais ce n'est pas le plus grand nombre. Parce qu'aujourd'hui, la tendance, quand vous parlez de former des grands groupes, c'est difficile pour les Africains d'imaginer qu'ils peuvent s'associer pour faire des choses. Mais aujourd'hui, la tendance, c'est de former des groupes. Quand tu as une radio, tu as un journal et une télévision,
Plus un pouvoir site fait internet. attention. Mais Un on site s'entend dans le internet fait que souvent les propriétaires sont souvent proches du pouvoir. Il y a Ou très de- peu ou de d'opérateurs l'opposition. indépendants. Ou de l'opposition. Mais Ou de l'opposition. alors donc, souvent, issus du pouvoir, mais en disgrâce. Et ils se retrouvent dans l'opposition. Oui. Donc, Mais de plus en plus aujourd'hui, ce qui va peut-être aider les médias, de plus en plus aujourd'hui, c'est des gens de la diaspora, des diasporas africaines qui rentrent. Elle est Donc ils ne sont organisée, pas cette prêts à être diaspora. Elle est phagocytés. organisée, cette Oui, diaspora bien sûr. Mais il doit, Ah, en tout cas, elle doit s'organiser. Elle est organisée. Quand doit on va dans s'organiser. des domaines comme la communication et les médias, et généralement, on sait ce qu'on a fait. il y a les déclarations d'intention et puis il y a, j'allais dire, la réalité du terrain. Par exemple, vous en avez beaucoup, effectivement, qui font le pari d'aller changer les choses, mais une fois arrivé sur place, M. Alice Bobé, j'aimerais que vous puissiez vous dire ce qu'il en est. On peut changer d'avis. Oui, oui. Si vous êtes dans une démarche individuelle, si pour mettre en évidence votre ego, mais si vous êtes une équipe soudée, je pense qu'il y a Et ça va. moyen... Vous avez des exemples de Oh, réussite à ce si. niveau-là Non. Il y a moyen non seulement de réussir, mais en tout cas d'amorcer des choses. Donc, les Africains, il est temps aussi que nous apprenions à travailler dans la longue durée. Et dans la confiance. Dans la confiance et dans la longue durée. Ce n'est pas parce que vous commencez aujourd'hui qu'il faut nécessairement escompter les résultats demain ou le lendemain. Non, puisqu'on a cité Obama aujourd'hui. Moi, d'abord, j'aimerais qu'effectivement en Afrique, il y ait des journaux comme ça. Aux États-Unis, à la veille des élections, les partis démocrates est attentif de ce que diront New York Times et Washington Post. Toujours, quels que soient les candidats démocrates, il peut être médiocre, mais l'opinion de Washington Post et du New York Times compte énormément. Donc moi je pense que la diaspora ou les diasporas ont un rôle à jouer dans cette perspective. Et la preuve que c'est possible, ce qu'il dit, c'est que dans les pays anglophones. Moi, j'ai vécu 3 ans au Ghana, je suis désolé, et même le Graphique, qui est le journal Daily Graphic, c'est le journal qui est l'équivalent du Soleil ou l'équivalent de Fraternité Matin, mais c'est un journal qui est crédible, c'est bien écrit, c'est bien paginé, et c'est critique vis-à-vis, à l'égard du pouvoir. Donc, c'est la preuve que ça se passe. Je ne cite pas l'Afrique du Sud, je ne cite pas Maurice, mais je cite le Ghana. Qui Même la Guinée, avec le lynx. Avec le lynx en Guinée, N'Djamena Hebdo à N'Djamena. Il y a des journaux qui font du bon boulot. Ça, il faut le reconnaître. Et il faut citer l'exemple de notre regretté confrère Pius N'Djao au Cameroun. Oui, tout à fait. Avec le messager. Voilà, avec le messager. Donc je pense que quand vous dites est-ce que la presse est crédible, si la presse, une certaine presse, n'était pas crédible, on n'allait pas assassiner les journalistes. Ça bouscule. Alors, à Ça bouscule. ce propos, nous devons en tout cas en toucher un mot, parce que c'est quand même hallucinant, le nombre de journalistes qui disparaissent ça et là. Nous avons évidemment beaucoup d'exemples en Afrique centrale. Est-ce que c'est un aveu d'impuissance de la part des pouvoirs lorsque ces journalistes disparaissent, ou est-ce qu'il y a des gens qui s'improvisent comme ça, défenseurs d'intérêts occultes, et qui croient rendre service au pouvoir en liquidant des journalistes? Il y a 2 moutons noirs, il y a 2 pays vraiment à bannir sur ce plan en Afrique, c'est la RDC et le pays de l'Érythrée. L'Érythrée, c'est vraiment une prison pour les journalistes. C'est une prison. Il y a des dizaines de journalistes, personne n'en parle, qui sont emprisonnés, certains ont des... Oui, à ce propos, pourquoi on n'en parle pas? On n'en parle pas parce que vous savez, les droits de l'homme, c'est à géométrie variable, et puis on s'occupe de RDC, on s'occupe de Guinée, on ne va pas s'occuper de tout. Sinon, c'est trop loin, c'est obscur, et il n'y a pas de presse internationale. C'est vendeur, peut-être. Et puis, c'est pas ouvert, c'est un pays fermé. C'est l'Albanie d'Afrique, en fait, l'Érythrée. Voilà, ça, c'est le premier point qu'il faut dire. Oui. Bon, maintenant, pour le pouvoir, c'est... Tuer un journaliste, en arriver à tuer un journaliste, c'est le symbole, c'est la marque d'un échec. Ça veut dire, vous savez, on ne tue pas. Sartre disait, on n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation. Tu peux être en prison et être libre. Ça se passe là, la liberté, c'est dans la tête. Ça n'a rien à voir à aller et venir. Donc, en tuant l'être physique, comme ça s'est passé plusieurs fois en RDC, on ne tue pas les idées. Les idées progressent toujours. Et c'est une marque vraiment de sottise que d'abattre des journalistes. Mais il y a quand même un paradoxe, je trouve, quand même, et là je reviens encore à l'hypocrisie, mais tout de même, quand on voit le nombre de journalistes qui disparaissent, que ce soit en RDC ou ailleurs, la communauté internationale, excusez-moi, mais elle a l'air
passive Mais la communauté internationale, c'est qui d'abord? Dites-nous, la communauté internationale. Non, mais oui, mais la communauté internationale, Mais c'est qui? parlons-en justement, oui. C'est qui? Est-ce que localement, ce n'est pas une manière d'instaurer la peur aussi et de calmer toutes les velléités